Hier, on en parlait tout à l'heure, je revoyais Ready Player One, où au début, quelqu'un se fait livrer une pizza avec un drone. Bon, ça, je crois que c'est Amazon qui l'a déjà fait en livrant des cafés. Bon, ça, on sait faire. Le problème, c'est qu'on attend toujours les armées de drones que quand même Jeff Bezos nous avait promis, je crois qu'il y a une petite dizaine d'années. Et puis, on se dit que ça pose quand même des gros problèmes de poids, d'autonomie, d'économie et de réglementation. Nous, on a un drone ici à l'école, on n'ose même pas le sortir. On ne le sort pas, mon directeur est à côté de moi. Tout ça, c'est compliqué aussi pour des questions de réglementation. Oui, oui, oui. Le drone, c'est vrai qu'il a... C'est rigolo, c'est un peu... ça symbolise bien, quelque part, un peu le mouvement de l'innovation technologique. C'est-à-dire qu'on fait le truc, on fabrique un objet qui peut faire des choses fantastiques, et puis après, ça part dans tous les sens, et après, du coup, on est obligé de réglementer. Maintenant, moi, je suis comme vous, hein, je les attends, les drones qui poseraient les trucs au-dessus de nos têtes. Là, je suis un peu déçu parce que je pense qu'on serait les derniers à avoir ça, nous, en France et encore plus à Paris. Rappelez-vous que Paris a été la dernière ville de France à avoir du Wi-Fi public, à avoir la 4G, à avoir la 5G, parce qu'il y a des associations très actives, etc., qui bloquent souvent tout, qui ne bloquent rien en réalité, qui retardent hein, simplement. Donc les drones, le jour où on voudra faire passer des drones au-dessus des immeubles, vous aurez 15 000 associations qui vont vous expliquer que c'est la fin du monde. Donc ça va se faire à Dubaï, ça va se faire dans d'autres villes où ils sont un peu fous, ils se lâchent, etc. Au-dessus de l'Élysée, il y aura des oiseaux de proie qui viendront qui sont entraînés aujourd'hui. Oui, non, mais je ne dis pas que c'est le truc dont on a absolument besoin, mais quelque part ce serait logique. Ce serait logique. On va vers des systèmes de livraison comme ça, ça rentre dans les mœurs. Et donc, vous avez les livreurs en vélo, bon, avec tous les problèmes que ça peut poser, etc. On ne sait pas trop quel statut leur donner. Ils sont dans une situation souvent de travail assez précaire, etc. C'est clair. C'est aussi des plateformes où des fois on se dit, j'ai écouté récemment quelqu'un dire, ça dépend dans quel monde on veut vivre, que de se faire livrer son croissant. Mais alors ça, par un mec en vélo. Oui, mais je ne comprends pas ça. Il y a un truc qui m'échappe. C'est-à-dire qu'on accepte le principe de se faire livrer des courses, c'est-à-dire la grosse liste de courses qui fait plus de 100 €. Mais pas un croissant. Mais pas un croissant. Mais pourquoi? C'est la même chose, c'est une prestation. Mais à la limite, le mec, s'il vient me couper les cheveux, il ne me livre rien. Mais il fait une prestation. S'il est payé à juste prix, où est le problème? Ce n'est pas le problème de ce qu'il livre. Oui. À ce moment-là, si vous recevez des lettres totalement inutiles, est-ce qu'on va s'en prendre à la poste? Enfin, oui, d'ailleurs, on accepte de se faire livrer un tout petit livre. Ben voilà, je ne vois pas bien justement, 24 le heures, truc. Le problème, c'est le statut des vendeurs, effectivement, qu'il faut trouver un équilibre économique. Encore une fois, ce n'est pas que les plateformes sont méchantes, c'est qu'elles essaient de trouver le juste milieu entre le prix qu'elles peuvent facturer aux clients et le... Non, mais quand je pensais au croissant, je pensais aussi à celui qui fait cet effort pour si peu et surtout pour être payé si peu. Ça, oui, bien sûr, ça c'est le vrai problème, on est d'accord. Je suis d'accord. Tout à fait. Alors, bon, on va revenir un petit peu de fierté française. Nao, Nao, il a été racheté. Et puis il y a Amazon Astro maintenant. Alors donc vous écoutiez quelqu'un vous dire qu'il y avait encore quelques petits réglages, que Astro, il semblerait que les escaliers, il n'est pas fan. Le robot humanoïde chez soi, on a beau dire que dans les hôpitaux, nos âgés, c'est bien pour eux. Pour l'instant, il n'est pas encore là. Hein. Non, Astro, c'est de l'esbrouf. C'est clairement, on le voit bien, quoi. Amazon a sorti ça pour dire, pour occuper le terrain. Oh, oui. Ça fait partie et ça c'est un grand phénomène de la tech. C'est que parfois vous avez des marques qui sortent des trucs, ils savent très bien qu'ils le commercialiseront jamais, qu'ils le vendront jamais, mais ça fait un élément de communication. Comme le bebop avant le GSM, c'était déjà voué à la mort, mais il fallait le faire. Ben c'est un bon exemple parce que du coup ça c'était des Français. Et on critique le bebop, mais c'était malin parce que tout le monde se souvient du bebop comme une innovation française. On peut en rire et tout, mais n'empêche qu'ils l'ont fait et tout. Et c'est souvent ça qui manque chez les Français. Ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont nuls en marketing. Moi, je reçois, parenthèse, après je réponds à votre question sur les robots, mais parfois je me fais insulter sur les réseaux sociaux par des gens qui sont responsables d'entreprises moyennes ou autres, qui disent « Ouais, vous parlez que des GAFA, vous ne vous intéressez pas à nous ». C'est pas vrai d'ailleurs. Ce qui est faux, d'une part. Et puis, j'ai essayé d'entrer en contact avec eux. Je leur dis, venez vers moi, dites-moi qu'est-ce que vous faites, donnez-moi envie de m'intéresser à vous, etc. Et alors là, soit ils ne répondent pas, ils ne savent pas faire, soit ils disent, mais moi, je n'ai pas d'argent pour payer de la com. Ben ouais, mon pote, mais la com, ça fait partie du business. Faire et faire savoir, sinon ça ne sert à rien.
hein. Ah oui. Et sinon, il y en a, ils font preuve de bonne volonté, mais ils m'envoient un truc grand comme ça, avec illisible, des références. Regardez, un tel nous a fait confiance, un tel nous a fait confiance. C'est à la fois le défaut, l'énorme défaut, c'est-à-dire que c'est imbitable pour un journaliste. Moi, j'ai 15 secondes à consacrer à un communiqué de presse. Je n'ai pas 5 minutes pour essayer de comprendre et de trouver le truc. C'est ça que ces gens ne savent pas, parce qu'ils ne savent pas communiquer. Ah, ouais. Je ne peux pas, j'embrasse des dizaines. Donc il faut que, tac, 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 quelque part, il faut qu'on me... Oui, il faut qu'on me mâche le travail. Parfois, je vais contourner, mais il faut aussi qu'on me mâche le travail. Et donc, on se retrouve avec des trucs. Mais c'est le défaut des qualités des Français. Pourquoi ils font ça, les Français? Parce que leur qualité, c'est qu'avant de faire savoir quelque chose, eh bien, il faut qu'ils soient sûrs de leur produit, qu'ils se soient validés par leurs pairs, reconnus, blindés, testés, etc. C'est une description du XXe siècle. Non, je ne sais pas, mais c'est une description de la mentalité d'ingénieur français qui est hyper noble. Oui, qui est noble, mais en même temps, on n'est pas dans ce qu'on nomme depuis longtemps, l'agilité, des allers-retours, de l'incrémental. Voilà. Et c'est vrai que ça a plus de valeur que le petit con qui sort d'école de commerce et qui fait un PowerPoint pour un produit qui n'existe pas en vendant du Vaporware dont vous parliez tout à l'heure. Et qui va être financé. Et qui va être financé, ouais. Alors, je voulais aussi en passer par Boston Dynamics. On a tous eu de l'empathie pour ce... Mais juste, je n'ai pas répondu à votre question. Mais sur les robots, il y a un truc à dire qui est intéressant. C'est vrai que donc, Amazon, c'est du bullshit. En revanche, il y en a un, là, on attend de voir, c'est Tesla. Tesla nous promet un robot humanoïde pour 2022 ou 2023, je crois. On va voir. Hein. Ils ne tiennent jamais leurs délais, mais ils tiennent souvent leurs promesses. En même temps, ouais, Elon Musk tient plutôt ses promesses en général. Donc, à suivre. Alors, je voulais évoquer Boston Dynamics parce qu'on a tous été émus de voir ces quadrupèdes maltraités dans des labos de recherche et développement avec des gens qui, sur YouTube, disaient « Mais comment on peut être méchant avec des robots ?» Ce qu'on peut comprendre, hein, l'empathie, c'est important dans les technologies. Et Boston Dynamics a, je crois, été racheté par Hyundai. Et je sais qu'il y a de ces quadrupèdes qui peuvent faire flipper un petit peu, hein, qui ont été lâchés dans la ville pendant le Covid, je crois. Je ne sais plus si c'est à Singapour. Hein, c'est ça, ouais. En mode genre mets ton masque, quoi. Ouais. C'est vrai que là, ça peut surprendre un petit peu quand même. C'est super intéressant. C'est toute la question de notre relation aux robots. Les robots, ils arrivent, ils vont être là demain. Les robots, c'est le chien Spot, mais c'est aussi le petit wagonnet de livraison de croissants. Et comment on va réagir par rapport à ça? Et là, moi, ça m'énerve parce que, d'abord, il ne faut pas croire que ce sont des humains. Moi, je n'étais pas du tout ému qu'on file des coups de pied dans le robot Atlas de Boston Dynamics. Ah, le fait est que beaucoup de gens ont réagi. Oui, mais c'est là où il faut prendre sur soi. C'est-à-dire qu'on voit ça, et oui, on est programmé pour que quelque chose qui a une forme vivante, si on le maltraite et qu'on a un peu d'empathie, ça va nous choquer. Mais il faut se contrôler. Il faut se dire... Arrête, c'est une machine. Il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de conscience, il n'y a rien du tout. Hein, donc c'est très reposant, quelque part. C'est-à-dire que moi qui ne tuerai jamais ni un être humain ni un animal, je désinguerai allègrement une machine, sans état d'âme, s'il y avait une raison valable. Et c'est toute la question de nos rapports aux robots et qui va se poser de plus en plus. Pas plus tard qu'hier, j'ai interviewé une chercheuse française qui s'appelle Laurence de Villers. Qu'on a eu en MOOC. Voilà, et bon, vous savez sur quoi elle travaille. Elle travaille beaucoup sur la question de l'interaction avec les robots et tout. Et il faut que... il y a du chemin à faire côté robot et côté fabricant, etc. pour, par exemple, ne pas donner forme humaine à des robots, pour ne pas faire ce que Laurence de Villers explique, du nudge. Hein, je vais t'influencer sans que tu t'en rendes compte, pour te faire telle ou telle action, un jour peut-être voter telle ou telle manière. Donc ça, c'est côté robot. Mais nous aussi, il faut qu'on s'auto-éduque. Et nous, il faut qu'on apprenne à vivre avec ces machines. Et si on reste au ras des pâqueresses en disant « Oh là là, ça me gêne ces petites machines qui tournent autour de moi », on ne va pas s'en sortir. Les petites machines, elles vont être là. Et elles sont amusantes, elles sont rigolotes. J'étais à l'exposition universelle de Dubaï, où vous avez des robots qui patrouillent de manière autonome, certains pour la sécurité, d'autres pour renseigner les gens, et bien vous voyez que les enfants, ils adorent ça, quoi. Dubaï est à fond dans le développement. Hein, oui, bien sûr. Notamment, vous en parliez de ce salon. Alors, je marque le pas, parce qu'il y a encore tellement... On ne les verra pas tous, hein, mais on ne peut pas parler
de réalité virtuelle, du rachat de l'Oculus par Facebook. C'est dommage, on ne parle pas de métaverse alors. Hein? On ne parle pas de métaverse. Si, on est obligé. Ah ouais. D'ailleurs, même vous me l'avez dit, on est obligé quoi. On est obligé parce qu'on est dedans. On est obligé parce que les métavers, c'est typiquement incrémental, puisque rappelons que le deuxième monde, moi j'y étais. On ne faisait pas grand-chose, mais on y était. Ça, c'est les années 90. Second Life, moi, j'étais un peu plus musclé. Je ne sais pas, j'avais des amis qui étaient en filles. Enfin, après, on fait ce qu'on veut. Hein. On y était, on a fait un petit peu plus. C'est un peu retombé quand même. Moi, je l'ai ouvert récemment. Bon, j'étais tout seul, mais... et puis, Facebook Horizon, là, on se dit que peut-être qu'on est prêt. Ouais, c'est quand même... il se passe des choses, là. Alors, ça énerve aussi le métaverse. Il y a des gens qui disent c'est n'importe quoi, c'est le dernier bullshit à la mode, ce qui est vrai. Les gens utilisent le mot pour un peu tout et n'importe quoi aussi. Oui. Bon, après, c'est aussi parce que ceux qui en parlent le plus aujourd'hui, c'est ceux qui ont des choses à vendre. C'est clair. Ça va être les fournisseurs de technologie, ça va être les agences de communication ça va être qui la mode, ça va être plein de secteurs. Exactement. Donc, forcément, c'est eux qui en parlent. Et comme c'est du commerce, aux yeux de certains, c'est du bullshit. Après, il y a l'aspect technologique, et c'est quand même intéressant. Horizon Workrooms, là dont vous parliez, de Facebook, donc c'est ce système qui, en mettant le masque Oculus Quest, vous plonge dans une salle de réunion virtuelle. Ça, vous l'avez essayé? Et je l'ai essayé, on a même fait récemment avec mon camarade François Sorel, on a essayé de faire une émission dans Workrooms. C'est vraiment bluffant, c'est très séduisant, ça nous a beaucoup plu ce truc-là. C'est-à-dire que là, on est face à face autour d'une table, et bien dans Workrooms, on peut être exactement dans la même situation, sauf que vous serez dans un pays, moi dans un autre, et puis on sera nombreux, et puis on pourra travailler, partager des trucs, etc. Parfait pour le Covid. Exactement. Vous allez me dire, ouais, mais ça, les oppositions, les remarques qu'on fait, c'est on ne vivra pas toute la journée avec des masques de réalité virtuelle, bien sûr que non, donc c'est pour des moments, et deux, ça va, est-ce que ça peut remplacer les rapports humains? Bien sûr que non, de la même manière que les réseaux sociaux ne remplacent pas les rapports humains, mais c'est des choses qui viennent en plus. J'avoue que l'apéritif sur Zoom, je m'en suis très vite lassé. Oui, mais c'était insupportable. Mais pourquoi vous vous en êtes lassé? Est-ce que c'est pas aussi parce que la techno était pourrie? Parce qu'en fait, j'avais plus envie de boire un verre avec un ami, mais... C'est vrai aussi. Au-delà de la techno. Ouais. Oui. Mais il y aurait eu une techno un peu plus sympa. Il y avait des trucs rigolos. On pouvait faire des jeux de société. Oui. Moi, j'ai vu une soirée sur une soirée sur un Google Doc partagé. Il y a eu des petites histoires, y compris dans le monde des arts un peu numériques, on a vu quand même émerger des trucs qui étaient rigolos. Mais qui étaient plus rigolos à raconter, je pense, qu'à vivre. Oui, bien sûr. Ça ne remplace pas. C'est vrai que là, on sent quand même qu'il est en train de se passer quelque chose. Et je pense que les technos, les bandes passantes, les technos, l'Oculus qui marche très très bien, et les autres casques, mais bon, évidemment, comme il a été racheté, HTC Vive et les autres ont été un petit peu... je pense vont vivre un ralentissement. Puis une chose que je voulais évoquer aussi, c'est on parle beaucoup des casques de réalité virtuelle, beaucoup moins de réalité augmentée. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que le Microsoft HoloLens, que vous avez certainement essayé, il est plutôt fait pour l'industrie. Oui, le vend aux professionnels. Voilà, on n'a pas l'impression que les gens sont prêts ou qu'on vit ou qu'on apporte quelque chose. Pourtant, c'est une promesse énorme. Il y a déjà longtemps, on voyait on imaginait ces pare-brises avec plein de trucs. C'est ce qu'on attend notamment d'Apple. C'est la promesse, enfin pas la promesse parce que Apple n'annonce jamais rien officiellement, mais d'après les rumeurs, ce serait ça, le fameux casque d'Apple. Et la différence, c'est qu'effectivement, la réalité virtuelle, vous mettez un casque et vous ne voyez plus rien de ce qui se passe en vrai autour de vous, ce qui est un peu perturbant. Mais la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on est là et en plus on peut avoir une troisième personne ici qui est en hologramme, enfin en faux hologramme. Et donc c'est un mix qui est intéressant et je pense qu'effectivement, moi je crois plus à ça qu'à de la réalité virtuelle. Mais encore une fois, ce ne sera pas l'un ou l'autre, ce sera les deux. Ce sera le virtuel pour certaines choses, le réalité augmentée pour d'autres, etc. C'est intéressant aussi quand vous dites Apple n'annonce rien. Il y a encore une belle petite culture du secret chez Apple. Ça fait partie du mode de communication, du mode de fonctionnement, de l'ADN. Ouais. Plus que chez Google. Oui, mais là aussi, il y a eu une appelisation. Ah bah oui, complètement, plus que chez Google. Parce qu'aujourd'hui, les annonces Google, ils font des keynotes, mais on sait déjà tout parce qu'ils ont tout distillé avant. Et en fait, on sent que c'est un peu pour prendre le contre-pied d'Apple, justement. Mais on a tourné chez Google. Moi, je passe l'annonce là, face caméra, en Apple. Moi, j'irais bien, mais on m'a dit que c'était pas facile. Non, je crois pas. Alors, justement, tiens, parlons d'Apple. Avec du meilleur et du pire, je parle des succès et des échecs.
L'iPhone, on ne va pas y revenir, hein, ça a changé le, Ça a changé notre 21e vie. siècle, Ouais. ou tout du moins son début. Et après, il y a des échecs, des fois on ne comprend pas. On comprend pas pourquoi ils ont essayé de faire plan mieux que Google Maps. Ils ont embauché plein de gens. C'était beau, c'était même plus beau que Google. Et pouf, ça a retombé très vite. Bah, pourquoi ils comment l'ont sont fait? capables. Si, on comprend pourquoi ils l'ont fait. C'était pour s'affranchir de Google. C'est raté. Parce qu'ils avaient quand même, ils étaient obligés eux-mêmes quasiment de fournir Google à leurs utilisateurs. Donc dans la guerre des géants, ça ne le faisait Mais pas. c'est retombé. Hein. Mais parce que c'est là où on voit que c'est la prime au premier arrivé, que c'est super dur à mettre en place, etc. Il y a une anecdote qui est fabuleuse à propos de plan. C'est que quand ça a été présenté, je ne me souviens plus de la date, mais en fait, il n'était pas du tout prêt. Le truc de navigation d'Apple n'était pas prêt. Mais c'était dirigé par une espèce de tyran chez Apple qui s'appelle Scott Forstall. C'était lui qui chapeautait le projet. Les ingénieurs n'en pouvaient plus. Scott Forstall avait dit il faut que ce soit annoncé tel jour à telle heure à la prochaine keynote, etc. Et du coup, les ingénieurs, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils lui ont développé le truc entre chez lui et le siège d'Apple. Et là, ça marchait super bien. Mais il n'y a que là que ça marchait. Et quand ils ont commencé, donc ils ont fait des démos, ça a fonctionné, etc. Cela dit, Apple a souvent fait ça, hein, le Golden Path, c'est-à-dire qu'il fallait faire les démos comme ci, comme ça, sinon ça ne marchait pas, notamment l'iPhone. Mais après, quand très vite le truc est arrivé sur le marché, les gens ont commencé à tester, c'était le festival des bugs et des boulettes. Vous vous souvenez du pont qui était écroulé dans la mer?